Déclaration de la Banque Centrale Européenne sur l'intervention de la Fed et notamment de la Banque du Japon, on a eu un cumul d'intervention des banques centrales sur la période. Donc très très forte détente sur les marchés, et quand les marchés sont euphoriques, quand il y a un optimisme ambiant, eh bien on achète des actifs risqués, des actions, on achète des devises considérées comme risquées, l'euro, la livre, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, et on vend le dollar, le yen et le franc suisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, sauf que, eh bien, une tentative, une deuxième, une troisième, mais on n'a pas réussi à franchir, à garder cette zone des 1,30, entre 1,30 et 1,32. Et donc, pullback, enfin pas pullback, d'ailleurs c'est une reprise baissière progressive, on remonte depuis, donc maintenant on est près ici, on est aux alentours des 1,2980, 1,2990, mais on est toujours sous les sommets précédents. Donc l'acte d'achat ne devra se faire que si, et uniquement si, on repasse dans cette zone de prix, donc entre 1,30 et moi j'attendais vraiment le plus haut, à 1,3170, avant de reprendre une position acheteuse et longue dans le marché. Et inversement, on vendra l'euro-dollar sur ce niveau-là, donc le plus bas qui est ici, si ça redescend de cette manière-là. Dès qu'on arrive dans cette zone de prix, on vend, et on vise donc les deux niveaux inférieurs qui sont ici. Voilà, j'espère que c'est clair en termes de stratégie. Pour l'or également, beaucoup d'entre vous traitent l'or. Alors je vais m'arrêter là-dessus, je passerai rapidement sur le pétrole et je m'arrêterai là. Sur l'or, donc juste pour montrer ce graphique, phénoménal, 600% de hausse en 10 ans, l'actif le plus performant, je ne vais pas dire rentable. L'or ne rapporte rien, il n'y a pas de rendement sur l'or, il n'y a pas de coupon, il n'y a pas de dividende, donc ce n'est pas rentable, c'est performant. C'est-à-dire qu'on a une hausse très très vigoureuse, qui s'est faite évidemment sur la dégradation du contexte économique, les banques centrales qui ont massivement acheté de l'or dans cette phase-là. Et aujourd'hui, donc j'ai mis cette dernière petite accélération haussière, après je vais zoomer dessus. Pourquoi on a eu cette très forte hausse récemment, alors que le marché s'est plutôt décontracté, c'est détendu, on a une baisse du risque, et pourtant on a une envolée de 1600 à 1800 dollars l'once, donc c'est dit il y a quelques semaines encore. Pourquoi? Parce qu'au même moment, on a eu la Banque Centrale Européenne, tout au long de l'été, et surtout on a eu derrière la Fed qui a annoncé le Quantitative Easing 3, le QE3. Pourquoi à ce moment-là, alors que c'est un scénario plutôt positif, quand les banques centrales interviennent, on achète de l'or, l'or dans l'esprit collectif, c'est un refuge qu'on achète lorsqu'il y a du risque. Pourquoi l'or monte aussi fortement ici, alors que l'ensemble des marchés montent? Donc il n'y a pas de risque, donc le marché perçoit moins le risque. Et bien parce qu'on achète de l'or, les investisseurs achètent de l'or sur des craintes inflationnistes. L'or, c'est un actif réel. Donc on achète des actifs réels quand on a des craintes d'inflation. Et quand les banques centrales multiplient leurs interventions, une des conséquences potentielles, c'est la montée de l'inflation. Quand la Banque centrale américaine rachète à tour de bras des bons du trésor américain ou des actifs libellés en dollars, et bien la conséquence, c'est que vous monétisez, ce qu'on appelle la monétisation, donc vous dévaluez la devise existante. Et si elle est dévaluée, et bien ça veut dire que tout ce que vous importez, vous l'importez plus cher. Et donc, notamment les matières premières et autres, et donc vous avez un prix qui augmente, et c'est ça qui génère l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix. Et donc plus on monétise, plus on dévalue sa devise, plus il y a une inflation importante. Et donc les craintes et le fait que l'or est grimpé en même temps que les autres marchés, ce qui n'aura pas d'être le cas, eh bien ça s'est fait sur les actions de banque centrale, parce que les opérateurs ont de grosses craintes inflationnistes à ce moment-là. Mais n'oubliez pas que l'année prochaine, en zone euro, l'inflation ne dépassera pas les 2%. La Banque Centrale Européenne pourra même potentiellement, et je pense, premier semestre 2013, baisser son taux directeur, le ramener à 0,5 et pas 0,75. Donc le potentiel haussier de l'or, pour moi, commence à devenir de plus en plus délicat. On achètera de l'or à très court terme que si, et uniquement si, on repasse à 1800 dollars. Vous voyez qu'on a eu un pic à 1920, plusieurs phases de correction, les banques centrales ici qui interviennent courant d'été, on corrige un peu depuis. Pour moi, l'achat d'or se fera ici, à 1800 et pas avant. Tant qu'on reste là-dessous, on peut très bien s'arrondir ici et redescendre. Donc l'achat, il est très simple, on achète à 1800 et on vend sous ce point bas qui est ici, on est à 1670. Donc on peut shorter l'or, vendre de l'or. Alors quand je dis shorter l'or, c'est pas d'or physique, ça c'est trop complexe, avoir une mismatch ou enfin, oubliez, c'est très cher, aucun intérêt. Faites-le sur les actifs liquides, le marché d'échange par exemple, sur l'or marché d'échange, vous allez payer par once d'or, et c'est le prix le plus précis qui existe, ça cote au centime de dollar, vous allez payer un spread donc, par once d'or de 70 centimes de dollars. Ce qui est nul, ce qui est ridicule. Chez Numismat, vous allez payer plusieurs dizaines, voire centaines. Là, sur le marché d'échange, c'est extrêmement liquide. Vous achetez, vous vendez, ça peut être fait en 5 minutes, ça peut être fait sur 10 jours, sur 100 jours, sur 3 ans. Il n'y a pas d'échéance non plus. Donc achetez plutôt l'or papier, j'ai envie de dire, il cote exactement ce que cote derrière le marché sous-jacent. Donc faites-le soit sur le contrat à terme, soit sur le marché d'échange. C'est beaucoup plus simple que d'aller voir un numismate d'acheter de l'or physique où en plus il y a le risque de se faire voler. Là vous avez un produit qui est aussi liquide qu'une carte de devise, et donc vous l'achetez, vous le vendez quand vous voulez. Ça cote en continu en plus, donc non-stop, sauf le samedi et le dimanche, et vous avez une cotation permanente. Donc on achète à 1800 pour viser donc le plus haut à 1920, et inversement, si on redescend à 1670, on vend sur ce niveau-là, et par contre je serais très très pessimiste. Si on redescend à 1670 dollars l'once, je pense que derrière on va rentrer dans un cycle baissier sur l'or qui sera beaucoup plus important. Pour moi, le support à surveiller, c'est 1670, on commence à vendre dessus, et si on short et si on tape dans 1670, ensuite je viserai
au moins 1600 $. Donc vous voyez qu'il y a une baisse très forte qui va se produire. Et si on vient à casser 1600 $, ce sera très potentiellement le cas, on pourra même espérer ensuite un retour à 1400 $ l'once. Donc pour moi, l'or est en train d'arriver sur des niveaux relativement élevés. Ça ne veut pas dire que parce qu'on pense cela, ça ne va pas baisser dès maintenant, mais dans tous les cas, on n'achètera que si, uniquement si on casse les 1800. Tant qu'on ne casse pas 1800, on n'achète pas, et tant qu'on ne casse pas 1670, on ne vend pas. Donc ça veut dire qu'on ne fait rien, mais ne rien faire, c'est déjà faire. Hein. Ne rien faire, c'est déjà faire, parce que si vous achetez, vous vendez maintenant, vous le faites un petit peu au hasard. Attendez de passer au-dessus ou en dessous. Ça veut dire que vous aurez peut-être un manque à gagner sur la variation entre le point intermédiaire et le plus haut et le plus bas, mais au lieu de gagner peut-être 10 ou 15%, vous n'avez que 8 ou 10%, mais vous gagnerez quand même 8 ou 10%, de manière quasi certaine. Et c'est ça qu'il faut espérer, pas espérer, qu'il faut rien à faire dans le marché, c'est se retenir de rentrer dans le marché, même si on a une intime conviction que ça va monter ou baisser. Il faut le faire non pas sur des convictions personnelles, mais uniquement sur des franchissements de niveau. Encore une fois, s'appliquer à cet exercice-là est extrêmement délicat, même pour les professionnels, mais c'est de cette manière que vous aurez de très très bons résultats si on arrive à garder cette application en termes de support de résistance. Et je vais donc terminer par le pétrole, le blé, donc pas tout le temps, mais le baril, voilà, juste le graphique historique, je m'arrêterai là-dessus. Le baril, juste pour vous montrer où on est monté, donc juste avant la crise des subprimes, on est 4 mois, hein, on est monté à 140 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 87-88. Donc on est très très loin des plus hauts qu'on avait atteints au moment de l'éclatement de la crise des subprimes. À l'époque, si vous vous souvenez bien, le baril, le prix à la pompe était certes plus élevé, cher, mais il était quasiment au même niveau que maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet change qui joue. Le baril, on l'importe nous en dollars, mais notre devise c'est l'euro. Forcément, l'euro s'est déprécié par rapport au dollar, on l'a vu précédemment. Donc forcément, ce qu'on paie en dollars sera beaucoup plus cher que quand l'euro était à 1,50 ou 1,60. Avec un euro à 25 ou 1,30, eh bien le prix des matières premières importées est plus cher. Et donc c'est pour ça qu'à la pompe en ce moment, on a un prix qui est le même que lorsque nous avions le baril quasiment à 140 $, parce qu'il y a un effet change qui s'applique. Ici, on était quasiment à 1,60 € contre dollar. Maintenant, ici, on est aux alentours, et on a été même quelques temps encore à 1,20. Hein, donc, on est vraiment beaucoup plus bas, donc l'effet change joue pour beaucoup. Et cet effet change, ne le sous-estimez pas, hein, parce que si l'euro continue à se déprécier par rapport au dollar à 1,20, 1,15, et que le baril reste sur le même niveau, entre 80 et 100, et bien on paiera encore plus cher l'essence, alors que le baril lui-même baissera. Donc faites très attention à cet effet change, et cet effet change qui peut générer de l'inflation également. C'est pas l'anticipation pour l'année prochaine parce qu'il n'y a pas de pression sur la demande. Aujourd'hui, n'oubliez pas que pour le baril, il y a deux facteurs qui font que ça grimpe. Hein. Il y a le principe d'offre et de demande, évidemment, c'est toujours classique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pression sur l'offre. Il y a beaucoup d'offres disponibles. L'OPEC a encore pas mal de champs pour augmenter les quotas. Il y a des nouveaux champs d'exploitation qui sont découverts. Les États-Unis, n'oubliez pas, les États-Unis vont devenir, probablement en raison de 2020, un des principaux producteurs au monde de pétrole, devant l'Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment un changement total de rapport de force sur les parties de production. Et donc ça vient détendre les prix du baril. Évidemment, quand il y a des gisements nouveaux qui sont découverts et que la croissance mondiale stagne ou ralentit, eh bien pourquoi on aurait un baril à 110 ou 120? S'il n'y a pas de problème sur l'approvisionnement et donc sur l'offre, il n'y a pas de souci. Et sur la demande non plus, je viens de le dire, donc la demande, eh bien, on consomme moins, l'économie ralentit, donc il y a une demande qui est moins forte en matière première liée à l'énergie. Donc le baril, et ça c'est une prévision long terme qu'on fait, 2013-2014, pour moi je n'achèterai du baril que si on revient au-dessus des 100 $. Donc c'est un niveau facile à retenir, c'est là-dessus qu'on a tapé la dernière fois. Vous voyez, on est monté ici, et depuis on a largement rebaissé, et donc on n'achètera du baril que si, et là je vous dis vraiment long terme. À court terme, ce qu'on fait là, quand vous travaillez sur un graphique ici beaucoup plus court terme, sur les 4 heures, 10 heures, sur les 24 heures, 48 heures précédentes, eh bien on a des niveaux similaires, si vous voulez, hein, mais à beaucoup plus court terme, qu'on peut exploiter également. Mais long terme, on rentrera dans le marché que si on revient au-dessus de 100 $. Et par contre, on va vendre sans problème le baril à 84, ici c'est le support qu'on a testé il y a quelques jours. Eh bien on a testé plusieurs fois le support, on a rebondi depuis. Si on casse ce support à 84, vous pouvez vendre du pétrole sans hésiter. Le pétrole, ça se traite comme n'importe quel actif. On peut acheter ou vendre sur des contrats à terme, très très liquide, sur des CFD également, sur des trackers également, donc il ne manque pas de support pour traiter le pétrole, mais donc ça peut être un actif à mettre également dans les portefeuilles en position acheteuse ou vendeuse. Voilà donc pour cette présentation. Voilà pour ceux qui souhaitent également suivre les analyses. Ce que j'ai fait là, je le fais quasiment tous les jours, donc de 11h, c'est ici, donc de 11h à midi, c'est ce qu'on appelle le market call, donc c'est moi qui m'en occupe tous les jours. Vous avez en fait les captures d'écran que vous avez précédemment, vous les avez en direct même, c'est-à-dire que je suis moi connecté sur les systèmes, on a une capture d'image qui se fait instantanément et vous avez un lien, c'est gratuit, il suffit de nous appeler, vous appelez Saxo Bank, vous demandez le lien pour le market call, on vous l'envoie, c'est tous les jours de 11h à midi. Donc l'objectif c'est de faire un point marché exploitable à très court terme.
que va-t-il se passer dans les 12, 24, 36 prochaines heures, au niveau des statistiques, au niveau des événements importants, au niveau des rumeurs également. On a pas mal d'informations qui parcourent les salles, donc on peut également parler de tous ces éléments-là. C'est du fondamental, donc ce que j'ai fait un peu en début de partie, et puis ensuite du technique, hein, on met les niveaux importants, et donc vous voyez les stratégies, on les aborde de cette manière-là, sauf que là c'est beaucoup plus court terme, c'est gratuit, donc tous les jours de 11h à midi. BFM évidemment, ça c'est récurrent 2 fois par semaine. Et puis donc ça également, et je m'arrêterai là-dessus, c'est des réseaux sociaux. Alors je suis rarement, je ne suis pas du tout orienté réseaux sociaux, mais ça j'ai trouvé que c'est un moyen assez intelligent de vous donner tout de suite l'information. Dès que j'ai une information qui tombe sur une déclaration de Draghi, une rumeur, n'importe quoi, un média traditionnel vous la donnera, même un média en ligne vous la donnera 5, 10, 15 minutes plus tard. Moi, en 2, 3, 4 secondes, vous l'avez sur cet élément-là. Donc c'est vraiment un flux d'informations tout le temps. Je poste des images, des captures d'écran également, celles que j'avais auparavant. Dès que je sens qu'il y a une cassure qui peut se produire dans le marché, tout de suite je poste une capture d'écran. Alors attention, je vais rater pas mal de choses, mais, parce qu'il y a beaucoup de... Mon travail ne consiste pas qu'à ça évidemment, mais quand j'ai le temps de faire l'analyse à ce moment-là, eh bien, et que j'estime quelque chose de pertinent à mettre, je le mettrai sur ce système-là. Et donc c'est gratuit, pareil, vous créez un compte, ça c'est mon adresse directement, il n'y a plus qu'à se connecter. Et donc voilà, ce sont les 3 moyens de continuer à suivre l'actualité sur les marchés. Merci à tous, bon salon et à bientôt. Au revoir.